Alors, échauffement. Et tous de quoi écrire. Tac. Alors, donc évidemment, là, on va travailler un petit peu la mémoire. La première chose, vous allez me calculer. Donc là, j'ai une fonction f de x. Ah oui, alors attendez. 2 secondes. La f... Ouais, bon, attendez, je vais vous en donner une bidon. X plus 2 puissance moins 1 demi. Je veux que vous me calculiez f' de x. Ok. Et je veux que vous me trouviez une primitive de petit f. D'accord. Bon, pour les rapides. Bon, alors, je vais interroger quelqu'un au hasard, là, du coup. Je vais interroger quelqu'un au hasard. Vous êtes prêts psychologiquement? Alors, qui je vais bien pouvoir interroger? Oh ben, Esteban. Esteban. Alors, Esteban, tu démutes? Esteban? Ouais, Bon. Alors, tu as trouvé une dérivée de f? moi j'ai trouvé moins un demi de x fois, entre parenthèses, x plus 2 fermez parenthèses, exposant moins 3 demi. Moins 1 demi de x fois x plus 2 entre parenthèses, puissance moins 3 demi, c'est ça? Ouais, Ok. Bon. Euh, Pourquoi t'as mis moins 1 demi? Pourquoi t'as mis moins 1 demi de x? bah parce que j'ai utilisé la formule, la dérivée de u moins n, c'est moins n u prime, u moins n moins 1. Ah ouais, ouais. Et c'est quoi u' de... C'est quoi la dérivée de x plus 2? X, non, un. Ok, j'ai. Ouais. Il n'y a pas le X. Hop Il là. n'y a pas le X. Ouais, il n'y a pas le x. Voilà, bon bah voilà, c'est moins 1 demi, moins 1 demi fois 1 sur x plus 2 puissance 3 demi. Hein, je l'ai mis en dessous. Hein. Alors n'oubliez pas que ça, alors après on l'écrit de manière un petit peu plus élégante. Hein. 3 demi, c'est 1 demi fois 1, donc ça fait racine de x plus 2 comme ça. Bon, enfin, de manière plus élégante. On peut l'écrire sans puissance. Hein. Pardon, f' de x. Ok. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole quand, par exemple, quand j'écris quelque chose et puis que ça sort du cadre. Des fois, je suis emporté dans ma joie et puis je me rends compte que on voit pas ce que j'écris, quoi. Donc, que je sois pas en mode imbécile heureux sans me rendre compte. Allez, on passe maintenant à une primitive de f. Bon, merci Esteban, tu peux démuter, enfin muter, je veux dire. Enfin muter, tu peux te taire. Bon, alors, une primitive de petit f. Oh, alors j'interroge qui? Oh, Alexis Rabier. Allez, monsieur Alexis. Alexis. Moi j'ai trouvé x plus 2 puissance 3 demi sur 3 demi. X plus 2 Non, c'est puissance. moins 1 demi. Donc c'est 1 demi sur 1 demi. T'as trouvé ça? Ouais. Ah ouais. Bon, alors, c'est de la forme 1. Enfin, pardon. C'est de la forme U puissance moins N. Et il se trouve que ça c'est U. Ça c'est U de X. U puissance moins N. Mais si, ça c'est pas une formule du cours, ça. Hop, Non. hop, hop. Hop là. Ça, c'est pas une formule du cours, mais le super avantage qu'on a, c'est qu'il se trouve que pour ce U-là, le U', il correspond à 1. Donc comme j'ai 1 ici, ben, je pourrais faire U' fois U puissance moins N. Vous arrivez à voir ce que j'écris ou pas? Tu vois Alexis ou pas? Ouais, ouais. Ok, c'est bon. Bon, ben, donc du coup, ben, on n'a plus qu'à appliquer la formule. Donc c'est U puissance... c'est quoi la formule déjà, Alexis? C'est u puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1.
Tu peux me la refaire? U puissance moins n plus 1 Ouais, moins n plus 1, ok. sur moins n plus 1. Ouais, moins n plus 1 sur moins n plus 1. Ok, bon bah alors du coup bah, ici n c'est 1 demi. N c'est 1 demi, donc n égale 1 demi. Non, pardon, je dis n'importe quoi. N c'est moins 1 demi. Moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Donc on retrouve le 1 demi qui est ici et le 1 demi qui est en dessous. Alors là, c'est écrit d'une manière très très moche. Donc bah, tout ça, ça peut s'écrire aussi comme ça. Donc déjà le 1 demi qui est là, bah, il se transforme en. Alors divisé par 1 demi, c'est multiplié par 2, donc ça va faire 2. X plus 2, 1 demi. Donc ça me donne 2, ça nous donne racine de x plus 2. Alors, j'en avais donné un petit dernier là pour les plus rapides. G de x. Ah mais attends, mais je peux. Je suis bête en fait, je peux. Pourquoi je me mets pas plus à droite? G de x égale cosinus de x, le tout au carré. C'est de la forme u carré. Et tout à l'heure, le 1, on pouvait le transformer en u', mais ici, la dérivée de cos x, c'est pas 1. Donc, on n'a pas le u', on l'a pas. Donc, il va falloir qu'on trouve une parade. Il va falloir que vous trouviez une parade. Mais sans doute, cet exercice vous dit quelque chose. Alors, je ne vais pas vous souffler la réponse. Et donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est vous allez vous isoler dans une petite salle. Bon, là, j'ai écrit une indication. Donc là, cos 2x, c'est cos carré moins sin carré. Ben, en fait, le but, c'est d'exprimer cos carré de x à l'aide de cos 2x. Donc là, ça, c'est une formule du cours. Sinus carré, le problème, c'est que on ne veut pas le retrouver dans l'expression de cos carré. Donc, on va utiliser cette relation-là pour exprimer sinus carré de cosinus. Bon, bah, ça nous donne quoi? Ça nous donne que sinus carré. Attends, j'écris en rouge. Je suis passé au lycée hier, j'ai pris 4 boîtes de feutre. Sinus carré, ça donne ça. Il n'y avait pas un chat. Hein. Alors, tac, donc du coup, ça donne cos 2x égale cos carré x moins cos carré x. Donc le moins, je le fais sauter. Donc ça fait 2 cos carré x moins 1. Ok. Alors pourquoi je dis tout ça? Pourquoi c'est intéressant de d'écrire ça? Eh bien parce que je rappelle la fonction g de x, c'est cos carré de x. Hein. Donc cos carré. Non, je dis n'importe quoi, c'est cos 2x. Intervenez quand j'écris une bêtise, hein, parce que des fois, comme en classe. On devrait faire un best-of virtuel. Je sais pas comment on pourrait faire. Avec chacun prend en photo la connerie qu'il écrit. Bon bref, alors, donc cos 2x, ça va donc donner 2 cos carré x. Putain, je bug là. Excusez-moi, je pense à deux trucs en même temps. Oui, 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 d'accord. C'est cos carré. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Bon, bah, je mettrai mon nom sur le best-of. Allez hop. Donc, ok, c'est bon. Alors, je reprends mes esprits. Alors, g de x, c'est cos carré x. Voilà. G de x, c'est cos carré x. J'ai cos de 2x qui est égal à ça. Bon. C'est le contraire. Je dis un truc et puis c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc c'est lui que je vais exprimer à l'aide de lui. Donc là, je vais résoudre mon équation. Donc le 1, je vais le passer de l'autre côté, puis je vais diviser par 2. Comme ça, lui, avec sa nouvelle expression, je la balancerai là-dedans. Donc ça me donne cos carré x moins 1 égale cos 2x. Le 1, je le passe de l'autre côté. Cos carré x égale cos 2x plus 1. Et je divise le tout par 2. Ça me donne ça. Bon. Donc j'écris ici. Cos 2x plus 1. Le tout sur 2. Voilà. Alors d'écrire ça, ben en quoi ça va nous aider? Ça va nous aider parce que, alors, quand j'ai une fraction comme ça, je préfère plutôt l'écrire 1 demi fois cos de 2x plus 1 demi. Hein, je rappelle au fait, le but c'est de trouver une primitive. Hein.
Le but, c'est de trouver une primitive. Alors là, une primitive de ça, bon, ben, c'est pas dur, hein. Paul, c'est quoi une primitive d'un demi? Prends la parole, Paul. Oui, c'est un demi de x. Ok. Donc lui, primitive, un demi de x. Ah, par contre, une primitive de cos de x, c'est un petit peu plus chaud, là. Hein. Bon, alors, allez, je vous laisse chercher une primitive de cos de x. N'oubliez pas le 1,5 devant. Allez, je vous laisse 1 minute pour trouver la fin. Tiens. Tu te démutes, s'il te plaît? Ok, pas encore fini. D'accord, bon, je vous laisse terminer. Il y en a qui ont tout fait, là? Oui, ok. Allez, je le corrigerai pas, mais c'est juste pour pas que tu t'ennuies. Le cher est en train d'écrire. Mais je vois pas ce que vous écrivez. Ah oui, il a écrit oui, d'accord. Ça me saoule, je trouve. Tu trouves haut. Même, même chez lui, j'avais content. Bon allez, courage Esteban. Je t'envoie toutes mes ondes positives. Tu trouves 0? Vas-y, démute Esteban. Pourquoi tu trouves 0? Bah, en fait, je suis parti du coup du 1,5 fois cos de x. J'ai dit que cos de x, c'est en utilisant les formules de l'air, c'était égal à e de ix plus e de moins ix sur 2. Ah attends, malheureux, stop. Ok. Oui, d'accord, ok, ouais, je comprends. Et puis comme t'as mal fait, comme t'as fait une erreur de calcul, ok. Non, alors écoute, tu laisses tomber, Ouais. et vous utilisez. En fait, regardez. euh, il faut utiliser. Je t'oublie pas, Anas, hein, j'oublie pas que c'est toi que j'interroge. Hein, mais cette formule qu'il faut utiliser. Utiliser cette formule, c'est sous cette forme-là, avec U qui va correspondre à 2x. Tu vois ce que je veux dire, Esteban, ou pas? Ouais. Ok, Ouais, je vais essayer. vas-y, allez, retourne au fourneau. N'hésitez pas, comme Esteban, si vous êtes en mode panique, s'il y a quelque chose que vous captez pas, vous écrivez en gros help, H-E-L-P, et puis à ce moment-là, je vous donne la parole. Jalil qui va écrire help. Oui. Jalil, j'ai quelque chose, mais c'est sûrement faux. D'accord? Attends, j'attends de voir ce qu'il écrit, Yacine. J'ai quelque chose aussi. Bon, d'accord. On va donner la parole à Anas. Ok. Monsieur Anas, Anas, Ouais. je t'écoute. Ouais, vas-y. Moi, j'ai trouvé moins 2 sin de x sur 2 plus x, le tout Attends, sur 2. attends. Vas-y, répète. J'ai moins 2 sin de x sur 2 plus x et le tout sur 2. Une primitive de cos 2x, c'est ça, c'est ce que tu me dis? Là, je peux pas voir le live et le... parce que
Attends. Ah si, c'est bon. Ah oui. C'est bon? Ouais, moi, c'est ce que j'ai eu. D'accord. Bon, d'accord. Bah, tais-toi, enfin tais-toi, comme, je sais pas comment dire. Euh, comment on dit? Mute. Mets-toi en muet. Ok. Si. Qu'est-ce que t'as trouvé, Jalil? Alors moi j'ai un demi de sin de 2x plus un demi x. Mais bon, ça me paraît beaucoup trop simple. Donc, Ah oui, d'accord. Ok. plus. Ouais, plus un demi du. Oui, enfin. Oui, parce que toi, tu as additionné la primitive. Moi, c'était juste cette partie-là qui m'intéressait. Mais enfin bon. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé, Yacine? Moi, j'ai trouvé un quart fois sin 2x Un quart fois sin de 2x. plus un demi sur x. Un Ouais, demi. ok. Bon, c'est ça, Yacine. C'est Yacine qui a raison. Yacine qui a raison. Alors, euh, attendez. Bon, le 1 demi de x, je le mets de côté. Là, si j'écris 1 demi de x, le but, c'est de le mettre sous cette forme-là. Alors, qui va jouer le rôle de u? U de x, c'est 2x, hein. C'est lui qui va jouer le rôle de u. Alors, du coup, u', c'est 2. U', c'est 2. Mais alors là, on est embêté parce que c'est 1,5 qu'on a. Bon, c'est toujours pareil, on va provoquer les accidents. C'est-à-dire que 1 demi de cos de x, on va dire que c'est 1 demi. On va artificiellement écrire 2 cos de x. Hein, on va provoquer l'accident, c'est-à-dire obtenir ce qu'on souhaite avoir, hein, pour avoir la forme u' fois u. Et comme on a multiplié par 2, on divise par 2. Avec le 1,5 qui est ici, du coup, on va obtenir un quart ici. Donc, alors, c'est un petit peu le bazar. Donc, en somme, j'écris g de x, ça va donner 1 demi fois 1 demi fois cos de x plus 1 demi. Là, je réécris g de x. Hein. J'arnaque personne. J'ai juste artificiellement écrit ça. Hein, le tout fait 1. 1 demi fois 2, ça fait 1. Bon. Et l'avantage de cette écriture, ça va me donner un quart fois 2 cos de x plus 1 demi. Et là, on vient de voir que une primitive de ça, enfin, on a vu que ça, c'était cette forme-là. Cette forme-là, eh ben, une primitive va être sinus u. Ça pour primitive ça. Donc du coup, ça va avoir pour primitive sinus de x. Si j'ai fois un quart, ça va faire un quart de sinus de x. Et une primitive d'un demi, ça donne un demi de x. Donc là, j'efface au-dessus. Grand G de x, ça va être un quart fois primitive de lui, sinus de x, plus primitive de lui, monsieur Paul, il nous l'a dit tout à l'heure, c'était 1 demi de x. Bref, ça donne sinus de 2x sur 4 plus 1 demi de x. Oh, voilà. T'as dit je suis bête, Jalil. Parce que tu t'es gouré. Ouais, non, écoute, bon, c'est pas grave. Hein, qui a des questions par rapport à ça? Pas de questions? Ok. Alors, bon, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le poly sur les suites. Alors, et, on avait laissé en suspens un exercice la dernière fois.
Alors attendez. Donc le jeudi après-midi, ce qu'on avait vu, c'est que cette suite UN, là si je prends avec pi, on avait cette suite-là, vous voyez? Tac, sur 10 puissance n. Et donc je vous ai demandé de calculer U0. Alors U0, c'est partie entière de 10 puissance 0, pi sur 10 puissance 0. 10 puissance 0, ça fait 1. Donc partie entière de pi, pi c'est 3,14, donc c'est 3. 3 sur 1, ça fait 3. Bon, alors donc on avait vu que U0, ça donnait 3. U1, on avait vu que ça donnait 3,1. U2, ça donnait 3,14, etc. Et donc UN, c'est 3,14, 1, 5, 9, je sais pas, 7 par exemple, je sais pas. Là, j'ai n décimales. Ça donne la valeur approchée UN à la nème décimale. La valeur approchée de pi à la nème décimale. Donc si UN, c'est partie entière de 10 puissance n pi sur 10 puissance n. Bon. Alors, on va maintenant s'intéresser au cas général, où cette fois-ci, on n'a pas affaire à UN qui est égal à 10 puissance n pi sur 10 puissance n, mais à une suite Vn qui lui ressemble fortement. Celle-là. Tiens, je vais utiliser un autre feutre. Vn, qui est 10 puissance n x sur 10 puissance n. Ok. Et donc le but est de comprendre dans un premier temps à quoi correspond cette suite et du coup d'en étudier sa convergence éventuelle. Alors comme pour UN, en fait, Vn, vis-à-vis de x, va avoir exactement le même comportement. Si par exemple, alors je vous invite à le tester si ça n'a pas été fait, mais si par exemple, si on prend x égale, je sais pas moi, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, après ce que vous voulez, eh ben, si je considère par exemple V0, en remplaçant x par ce truc-là, ben, V0, ça va valoir 1. V1, ça va valoir 1,2. V2, ça va valoir 1,23. Alors le 2 ici, il ne fait pas référence à celui-là, il fait référence à 2 décimales. Hein. Donc, un deuxième test nous permet de réaliser ça. Et en fait, l'idée c'est que c'est tout en vrai, quel que soit le nombre que je prends. Une généralité qu'on peut tirer de ça, c'est que si par exemple j'ai x que j'écris, alors là j'ai n'importe quel chiffre, alors le chiffre je peux l'écrire par exemple à 0. Alors à 0 c'est un chiffre genre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A1 c'est un deuxième chiffre, A2 c'est un... Alors moi je vais plutôt écrire E0 pour la partie entière, D1 pour la première décimale, D2 la deuxième décimale, D3, Dn, Dn plus 1, etc. jusqu'à l'infini. Et si je considère, bon là c'est un petit peu plus conceptuel, hein, mais l'idée générale c'est que finalement Vn, ça va nous donner si x, par exemple, je sais pas moi, x égale 1,2, 4, 7, 8, je sais pas quoi, 9, comme ça, E0 c'est 1, D1 c'est 2, D2 c'est 4, etc. Et bien Vn en fait, Vn vis-à-vis de ce x là que j'écris de manière générale, eh ben, ça va correspondre à E0, D1, D2 jusqu'à Dn. Hein, ça va correspondre à la partie brutalement tronquée, quoi. Bon, alors ça c'est l'observation qu'on fait de manière générale. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est démontrer mathématiquement quelque chose qui relève de l'évidence d'une certaine manière, à savoir que Vn va tendre vers x lorsque n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que cette suite de décimales, elle va continuer. Alors il y a certains nombres où la suite de décimales, ça va être que des zéros. Si par exemple je prends x, si je prends x égale 1,23, eh ben, et si je calcule pour ce x, hein, je fais une petite digression, si par exemple je calcule V3 pour ce x là, eh ben, ça va donner 1,23 et 0. Hein, parce qu'on n'oublie pas que x égale 1,23, c'est 1,23 et que des zéros jusqu'à l'infini. Hein.
Alors, il y a certains qui sont en train de se dire, mais si je prends 1,99999999999 jusqu'à l'infini, qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'on avait vu en classe que ça valait 2, ben, ça donnera 1,99, 1,999, 1,9999 pour V3, V4, V5, etc. Bon, bref, blablabla. Alors, qu'est-ce que je fais? J'efface. Donc là, le but, c'est de montrer que Vn, ça tend vers X. Le but est de montrer que Vn, ça tend vers X. Alors, juste, je retourne sur Discord. Y a-t-il des questions? Qui veut me poser une question? S'il y a des questions. Bon, ok, pas de questions. Donc je retourne. Alors, je retourne à mon truc. Donc, alors, étant donné un réel x, étudier la convergence de la suite Vn définie par Vn égale blablabla. Bon. Donc là, je réécris ici. Partie entière de puissance n x sur 10 puissance n. Bon, eh ben, la stratégie, elle va être exactement la même que celle qui a été déployée pour UN. On va utiliser la propriété de la partie entière. On va utiliser la propriété de la partie entière et le but, c'est d'encadrer Vn. L'objectif, c'est d'encadrer Vn autour de... là, vous avez vu, tout à l'heure, enfin la dernière fois, on avait montré que UN, c'était entre pi moins 10 puissance n et pi. Et ben là, le but, c'est de montrer, grâce aux propriétés de la partie entière, en fait, Vn, il va être compris entre x et x moins 1 sur 10 puissance n. Ça va être ça. Montrer que Vn, il est compris entre lui et lui. Alors l'avantage de cette écriture, allez, j'interroge quelqu'un au pif. Corentin, tu m'entends? Tu peux décrocher, s'il te plaît? Ouais. Oui. Pourquoi ça vaut le coup d'écrire ça? Bah, parce que, en gros, on va trouver la même limite pour x moins 1 sur 10 puissance n et x. Et avec le théorème des gendarmes, je crois, et ben, on pourra dire que Vn, enfin, on pourra dire la limite de Vn. Ouais, c'est ça, la limite de Venn, exactement. Merci Corentin, tu peux raccrocher. De rien. Donc là, effectivement, cet encadrement met en évidence que Vn, il est pris en étau entre lui et lui. Alors la limite de x, lorsque n tend vers plus infini, bah, x c'est une constante. Hein. C'est quoi la limite de 2 lorsque n tend vers plus infini? 2, il fait sa life, il s'en fout. Enfin, il bouge pas. X c'est pareil, il bouge pas. Donc la limite de x, c'est x. La limite de ça, c'est quoi? 1 sur 10 puissance n, lorsque n tend vers plus infini, 10 puissance n, 10 puissance 1, c'est 10, 10 puissance 2, c'est 100, 10 puissance 3, c'est 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, 10 milliards, bon, bah, ça tend vers l'infini. 1 sur quelque chose qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc, x moins quelque chose qui tend vers 0, ça va tendre vers x. Bon, ben la conséquence... Ah oui, tiens, on voit pas les x. Merde. Ah oui, alors du coup, j'ai mon encadrement dessus. Alors, attendez, 2 secondes. Donc là, j'ai x, et là, j'ai x. Bon, bah, la conséquence, c'est que Vn, par le théorème des gendarmes, va tendre vers x. Alors maintenant, je voudrais, c'est que, du coup, vous me déterminiez cet encadrement, que vous me le montriez. On se remet dans le bain. Donc là, j'ai Vn qui est égal à ça. À ça. Léo, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on m'entend? Ok. Comment? Oui. Non, mais je Ah, savais pas d'accord. on m'entendait. D'accord. Bon, alors, je vais partir de cette relation-là. Alors, un nombre x, il sera toujours plus grand que sa partie entière. Hein. La relation là, du cours,
celle qu'on va utiliser, moi j'arrive pas à la retenir par cœur. Je me souviens du sens qu'a la partie entière. La partie entière, c'est l'entière qui est juste inférieure au nombre. X, il sera plus grand que sa partie entière. Hein. C'est le truc juste inférieur au nombre. Et la partie entière, c'est l'entier. Le plus grand, les entiers qui sont inférieurs à x. La partie entière de 3,14, c'est 3. Tant et si bien que si je rajoute 1 à cette partie entière, bah forcément, ça va redépasser x. Hein. Partie entière de 3,14, c'est 3. Plus 1, ça va donner 4. Donc on aura toujours partie entière de x à qui j'ai rajouté 1 qui dépassera x. Qu'il dépassera strictement. Bon. Donc on dispose de cette relation-là. Hein. Le nombre sera toujours plus grand que sa partie entière. Et la partie entière à qui je rajoute 1 redépasse le nombre. Bon. Alors, ben, maintenant, ce que je voudrais, c'est reconstituer Vn. C'est reconstituer Vn. Alors, là, j'ai x. Là, j'ai x. Et j'ai un 10 puissance n à côté. Alors, un truc, certains se disent, ah ben, je vais faire un truc très simple, je multiplie par 10 puissance n à gauche, au milieu et à droite. Mais le problème, c'est que si on fait ça, là je vous montre un truc qui, pour une idée, hein, voici une idée qui risque de foirer. Et puis après, donc là j'ai 10 puissance n x, là j'ai 10 puissance n partie entière de x, et là progressivement je suis en train de reconstituer ce truc-là. Qui peut m'expliquer pourquoi cette idée risque de poser problème? Écrire ça, qui semble être une bonne idée, n'en est en fait pas une. Parce que sinon, après, Ouais, on n'aura pas VN. En fait. La parole là. Oui, c'est Thomas. Mais on n'aura pas Vas-y, VN. Thomas. Le but, c'est de reconstituer VN, et en faisant ça, on le fait pas. Et alors attends, Thomas, je t'ai. Ah, je l'ai pas vu près. Tu vas répéter, je t'ai pas compris. Ah, Je t'ai pas d'accord, entendu. d'accord. Le but, c'est de reconstituer VN, et en faisant ça, ben, on reconstitue pas VN. Bon, là, j'ai un problème de son. Ah. Sinon, les autres, vous m'entendez, ou c'est moi? Non, on t'entend. Ah, ok. Je t'entends. Question, qui a du mal à m'entendre? Ou entendre Thomas? Oui, d'accord, non. Il n'y a que moi, en fait, du tout. D'accord, d'accord. Ok, ok. Non, vous, en fait, c'est... Oui, oui, c'est pas parce que j'ai du mal à entendre les autres que c'est le cas pour tout le monde. Thomas, tu peux répéter ta question? Tu peux répéter ta remarque, s'il te plaît? Vous m'entendez, du coup, là? Ou vous m'entendez toujours pas? Je t'entends. C'est assuré. Vas-y, recommence. Ah, ok, d'accord. Bah, le but, c'est de reconstituer VN, et si on fait ça, ben, on n'est pas en train de le faire, du coup. J'entends pas la fin. Ah, punaise. Bon. Alors, attendez. Bon, je vais continuer, je vais continuer sans avoir entendu la fin de ta phrase, Thomas. Et après, je vous mettrai en activité pour faire un petit réglage sur mon ordi. Alors, j'ai juste entendu le début. Effectivement, le but, c'est de reconstituer Vn. Donc là, on a quelque chose qui ressemble à Vn, mais le 10 puissance n, là, il est à l'intérieur, là, il est à l'extérieur. Et 10 puissance n fois partie entière de x correspond à 10 puissance n x comme ça. Ben, la réponse est non, c'est pas du tout le cas. Parce que regardez, prenez un exemple. Si par exemple vous prenez, x égale 1,23 et si vous prenez 10 puissance n égale 10 au carré. Ben, si on fait le test, 10 au carré, si je fais 10 au carré, partie entière de 1,23. Et si je fais partie entière de 10 au carré fois 1,23. Bon.
Partie entière de... Attendez. J'enlève mon tricot. Ça fait 100 fois partie entière de 1,23, ça fait 1. Et l'autre, ça fait partie entière de 100 fois 1,23. Mais avant de passer à la partie entière, il faut qu'on fasse le calcul ici. 100 fois 1,23, ça fait 123. Donc c'est égal à partie entière de 123. Et partie entière de 123, bah, c'est 123. Alors qu'ici, j'ai 100. Donc on voit que c'est différent. On voit que c'est différent. Donc on ne peut pas rentrer le 10 puissance n à l'intérieur de la partie entière. C'est vraiment dommage. Alors, comment on peut faire? Est-ce que quelqu'un a une proposition à me faire? Alors, celui ou celle qui a une proposition à me faire écrit Kevin, tu me demandes, on a le droit de faire partie entière de x fois partie entière de 10 puissance n égale partie entière de x fois 10 puissance n. Ah ok. Donc là, est-ce que partie entière de 10 puissance n fois partie entière de x, c'est égal à partie entière de 10 puissance n fois x? Tester? Tester? J'ai vu, Corentin, que tu avais une proposition. Je garde sous le coup de ta proposition. Mais peut-être tester tous la conjecture qui est faite par Kevin. Est-ce que Kevin il a raison en disant ça? Peut-être bien, peut-être pas. Bon, non, il a tort. Non, il a raison d'émettre une conjecture. Mais la réponse, malheureusement, n'est pas vraie. Il faudrait trouver un exemple qui prouve que ça foire. Bah ouais, t'as raison, Corentin. Même problème qu'avant. Si vous prenez n égale 10 puissance 2 et x égale 1,23, ça fait 100, ça fait 1, et ça fait 123. De toute manière, pourquoi ça fait le même problème qu'avant? Regardez, ça, vous regardez bien, c'est exactement pareil que ça. Hein. Parce que 10 puissance n, c'est pareil que partie entière de 10 puissance n. C'est la même quantité. 10 puissance n, c'est un entier, donc il est égal à sa partie entière. Donc si tout à l'heure c'était foireux, ça l'est encore. Alors, Jalil, moi j'ai multiplié par 10 puissance n par partie entière. Donc on convient que les traits, c'est partie entière. Hein. Mettez pas de traits, sinon ça va être effacé, ça va être caché. De chaque côté, et là, on aurait le droit. Enfin, je veux dire, on aurait le droit de faire ce qui veut dire Kevin, je sais pas. Si on multiplie par partie entière de 10 puissance n de chaque côté de l'inéquation. Est-ce que du coup on a le droit de le rentrer à l'intérieur en gros? Jalil, partie entière de 10 puissance n, c'est pareil que 10 puissance n. Ouais, c'est vrai. Jalil, c'est quoi la partie entière de 10 puissance 2? Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? C'est 100. C'est 100, Enfin, 10 ouais. puissance 2. Voilà. Anas, bravo Anas. On peut tous applaudir Anas. Trouver la proposition. Corentin, c'est à ça que tu pensais aussi? Ouais. Ah ouais, venez, on se démute tous et puis on applaudit tous. 1, 2, 3. Ouais. Ok. Corentin, c'était. Ouais, c'est donc à ça que tu pensais? D'accord. Alors effectivement, ce que vous allez faire. J'efface ça. Alors, ça là, vraiment si on regarde, c'est partie entière de ce que tu veux, inférieur ou égal à ce que tu veux, qui est lui-même plus petit que partie entière du même ce que tu veux, plus 1. Hein, c'est ça l'idée. Alors ici, le ce que tu veux, on va remplacer par x.
Bon, mais rien ne nous empêche de le remplacer par pi. Pi au carré pour faire plaisir à Abdel, voire par Abdel si on lui affecte une valeur. Mais on peut aussi le remplacer par 10 puissance n x. On peut le remplacer par 10 puissance n x. Et c'est ce qu'il faut faire. Le remplacer par 10 puissance n x. Donc vous allez me remplacer les points d'interrogation par 10 puissance n x. Je le fais et vous le faites en même temps que moi. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis toujours dans cette logique de vouloir reconstituer la suite VN. Le numérateur qui apparaît ici, qui apparaît là, et pas le dénominateur 10 puissance n. Alors, bah ouais, t'as raison. Ouais, ok, vous avez raison, les gars. Merci Marc, merci Yacine, on divise par 10 puissance n. Alors on y va, on divise par 10 puissance n, et on n'oublie pas que quand on divise par un nombre, on vérifie qu'il est positif pour maintenir l'ordre de l'inégalité. Bah oui, 10 puissance n, c'est positif. Hein. Donc allez, moi je le fais d'emblée, je divise par 10 puissance n. 10 puissance n par 10 puissance n. Comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Qui n'est pas d'accord, n'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord. Ah, Yacine n'est pas d'accord. C'est quoi? C'est la rébellion, quoi? D'accord, pas d'accord. Ouais, vous avez raison. Et là, vous êtes d'accord ou pas? Voilà le 1. Yes, ok. Bon, je vous ai tendu un vieux piège tout pourri, qui ne marche que les 2 premiers mois de la prépa TSI, mais après, en général, les élèves y comprennent. Alors, bon, bah voilà, j'ai mon VN qui apparaît. Donc là, je me retrouve avec VN. Quoi, là? Avec X. Merci Yacine. Et là, bon, bah là, ce que je vais faire, c'est je vais décomposer ma fraction. C'est 10 puissance n, partie entière de 10 puissance n x sur 10 puissance n, plus 1 sur 10 puissance n. Attends, 2 secondes. J'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Hop là. Voilà. Alors, bon, bah là, je retrouve, ici, je retrouve VN. Donc là, un petit tunnel sous la manche. Donc ça fait VN qui est inférieur ou égal à X, qui est lui-même inférieur à VN, plus 1 sur 10 puissance N. Bon, voilà. Alors, bah maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? J'efface tout ça. Ouais, mais alors attendez, moi c'est le théorème. Moi je vais appliquer le théorème des gendarmes sur VN. Je ne veux pas appliquer le théorème des gendarmes sur X. C'est VN que je veux au milieu. Je veux que VN soit au milieu. Je veux que VN soit au milieu pour pouvoir appliquer le théorème des gendarmes. Hein? Alors, comment je fais? Comment je fais? Kevin, t'étais pas là l'autre jour. Dis-moi comment on peut faire pour avoir VN au milieu. Tu me dis? Franchement, j'ai pas d'idée là. Ok, d'accord, ça marche. Là, j'interroge Kylian. S'il est là. Oui. Oui. Euh, je pense qu'il faut étudier d'abord la partie de gauche de l'encadrement et après la partie de droite. Alors, la partie de gauche, elle est là. Bon, si je l'écris, ça donne ça. C'est vrai que la partie de gauche, si je l'écris à droite, ben, je me retrouve avec... effectivement, t'as raison, on a ça. Bon. Et maintenant, pour avoir un truc ici, qu'est-ce que je fais, Kylian? Euh, euh, Tu vois ou pas? non, je vois pas. Tu vois pas? Ok.
Marc, on soustrait 1 sur 10 puissance n. Alors, pour la partie de droite, ce qu'on va faire, c'est, regardez, là j'ai cette expression. Si je l'écris ici, c'est x plus petit que Vn, 1 sur 10 puissance n. Et moi, je veux Vn inférieur ou égal à quelque chose. Je peux mettre 0, non, car c'est toujours positif. Oh. Mais il a raison, Anas. Alors, attendez. Proposition d'Anas, là. Sous le coude. Juste écrire, voilà, bon, le 1 sur 10 puissance n, je le passe de l'autre côté. Ça me donne donc x moins 1 sur 10 puissance n que Vn. Là, lui, je peux le mettre là. Moins 1 sur 10 puissance n. Attendez, il y a un petit problème là. J'ai inférieur et là, j'ai inférieur ou égal. Bon, maintenant, c'est pas un problème. Hein. Si c'est inférieur ou égal. Si je suis un garçon ou une fille. Bon, donc, qui peut le plus, peut le moins. Là, j'ai une affirmation plus précise que celle-là, qui reste vraie. Bon, donc là, je retrouve l'encadrement que je visais de tout à l'heure. Mais certains d'entre vous qui se disent pourquoi chercher compliqué alors qu'on a des méthodes flemmes. Je rebondis sur la proposition d'Anas là. Alors Anas, il se foule pas, il a raison. Il dit après tout, Mangès, s'il veut un encadrement, je lui balance n qui est plus petit que x, qui est plus petit que 0, parce que Vn, effectivement, c'est un truc positif sur un truc positif. Anas, tu peux prendre la parole, s'il te plaît? C'est bon, tu m'entends ou pas? Ouais. Ok. Bon, alors, notre objectif, c'est de prouver que Vn est envers x, t'es d'accord? Ouais. Donc on va appliquer le théorème des gendarmes. Ouais. Alors je t'écoute. Ben là, avant de... Là, Ah ouais. je suis en train de t'imaginer en train de monter les sourcils. Nice. Hmm. Vas-y. Idée ou pas? V2N, on peut mettre sa vraie forme. Enfin, 10 puissance n fois x partie entière. Enfin, la partie entière de 10n fois x sur 10n. Oui. Anas, Ouais. pour appliquer le théorème des gendarmes, Il faut qu'il y ait on part d'un encadrement. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, non, je sais pas trop en fait. Ok, alors vas-y. Lynn, alors, c'est que l'encadrement, il n'est pas intéressant. Il n'est pas intéressant, même si c'est un encadrement, il n'est pas intéressant parce que la limite de 0, c'est 0. La limite de x, c'est x. Ah ben, je peux rien dire. Une suite de points. 1, 2, 3, 4. Finalement, Vn, c'est une suite de points. Là, j'ai x. Là, j'ai la barre 0. J'ai des points qui se baladent comme ça. Je sais juste que j'ai affaire à des points qui sont entre 0 et x. Et géométriquement, il n'y a rien qui peut m'assurer que ces points ils vont converger vers quelque chose. Ils peuvent se balader autour de ces deux barrières sans converger quelque part. Ça peut faire un petit peu comme moins 1 puissance n. Un coup c'est en bas, un coup c'est en haut, machin, et ça ne converge pas. Donc vous voyez, le théorème des gendarmes, ce qui est important, c'est que les deux gendarmes ils coincent la suite qui est prise en étau. Et là, elle n'est pas du tout prise en étau, elle a toujours de liberté. Donc, certes, il s'agit d'un encadrement, mais d'un encadrement qui ne sera pas intéressant pour pouvoir affirmer que Vn admet une limite. En revanche, celui-là, il va l'être. Effectivement, là, j'ai x qui tend vers x. Et lui, il tend vers quoi, lui? Ben, on l'a vu tout à l'heure, ça tend vers x. Donc, après, comment on rédige
d'après le théorème des gendarmes, le théorème des gendarmes, il y a un point de rédaction qui est important. D'après le théorème des gendarmes, il faut dire dans l'ordre une première chose, à savoir, on peut dire d'après le théorème des gendarmes que Vn converge, et après, dans un deuxième temps, plus sa limite coïncide avec les limites des deux fonctions qui l'encadrent. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la suite Vn converge, et sa limite est x. Ok? Alors attends, qu'est-ce qu'il dit, Corentin? Ça aurait pas été plus rapide de mettre 4 membres au lieu de 3, on aurait directement eu la partie de gauche. 4 membres? Je comprends pas ta question, remarque, Corentin. Bah, de l'autre côté, on met Vn moins 10 puissance, moins 1 sur 10 puissance n. De l'autre côté de quoi? Enfin, ouais, au début de l'inéquation, on met directement x moins 1 inférieur ou égal à partie entière de x, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à x plus 1. Du coup, bah, on a directement... Ah oui, d'accord. Ok. Alors effectivement, tu as raison, Corentin. Ce qu'on aurait pu faire dès le départ, c'est trafiquer l'inégalité, la double inégalité qui fait intervenir x et partie entière de x, de ne pas avoir à le faire ensuite. Oui, tu as raison. Alors, est-ce que c'est plus rapide? C'est un autre chemin, quoi. Tu commences par faire un truc, puis après tu fais un autre truc. Bon, ben toi, t'as inversé le rôle, en fait. Hein. Non, ça revient. Non, franchement, ça revient au même. Hein. Voilà. Alors, en dessous de cette application, il y a des questions qui sont posées. Donc là, j'ai l'application 27. Ensuite, il est dit n'importe quel réel. Alors, il y a une question, n'importe quel réel peut être approché d'aussi près que l'on veut par un nombre décimal. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'un nombre décimal? Donnez un exemple, un contre-exemple. Est-ce que je me lance dans l'explication de ça? Bon, on va faire un peu de... Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Bon. À la droite des réels. On a la droite des réels. Bon, il y en a un qui s'appelle 0, 1, puis on a tous les entiers. 2, négatif, moins 1, moins 2. Après, il y a une deuxième catégorie. Donc là, j'ai représenté naturel, c'est cela. Après, là, cette partie-là, c'est les entiers négatifs. Donc l'ensemble, ça va faire de ce qu'on appelle les entiers relatifs. Alors attendez, j'étiquette comme ça. Là, j'ai n. Donc là, j'ai 1, j'ai 2. Et puis là, j'ai moins 1, qui est un entier, mais qui n'est pas naturel. Bon. Et après, j'ai une autre catégorie d'ensemble. Ça s'appelle les nombres décimaux. Je peux le voir comme ça, qu'on appelle D comme ça. Décimaux, c'est quoi? Ensemble des nombres décimaux. Nombres décimaux, ben, en fait, c'est tous les nombres qui s'écrivent comme ça, par exemple, qui peuvent avoir une écriture, un nombre fini de chiffres. Une écriture décimale
Putain, j'ai un moustique. Bon. Deux chiffres, par exemple 1,23. 2,37. Hein, vous voyez, j'ai un nombre fini de chiffres. J'ai deux chiffres après trois chiffres après la virgule. Alors, certains peuvent me dire, ah oui, mais si je veux, je mets une infinité de 0 jusqu'à l'infini, donc du coup, j'ai plus affaire à un nombre décimal puisque j'ai une infinité de chiffres. Alors, décimal, c'est un nombre où il est possible qu'il y ait un nombre fini de chiffres. C'est possible de lui affecter une écriture décimale avec un nombre infini de chiffres, mais comme il est aussi possible de l'écrire comme ça, avec un nombre fini de chiffres, j'ai affaire à un nombre décimal. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner d'abord un autre exemple de nombre décimal et ensuite un exemple d'un nombre, pas un nombre décimal. Alors, ne me proposez pas un nombre complexe, hein, toujours dans les réels. Un nombre décimal 1 et un autre nombre décimal et 2, un nombre qui n'est pas décimal. Bah, un quart et un tiers. Un quart, c'est décimal, et un Écrivez-le, s'il tiers. vous plaît. Écrivez-le. Je voudrais avoir des propositions qui fusent. Vous pouvez répéter la question si... Ouais, je répète. Alors, donnez un exemple de nombre décimal. Et un exemple de nombre pas décimal. Alors, je répète ce qu'est un nombre décimal. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire avec quantité limitée de chiffres après la virgule. Où il est possible d'écrire un nombre avec un nombre fini de chiffres après la virgule. C'est bon ça. Alors effectivement, là je vais dans les pas décimales. Jalil, tu as raison. Exponentielle 1, c'est pas un nombre décimal. Un tiers non plus. 0,3333333 jusqu'à l'infini. Pi, il n'est pas décimal. Ouais, tu as raison, Quentin. Bon. 6 cinquièmes, il est décimal. Ouais. Alors, vous me direz, mais 6 cinquièmes, il n'y a pas de virgule. Pas un nombre fini de chiffres après la virgule. Oui, mais 6 cinquièmes peut s'écrire, peut avoir une écriture avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Bon, dès que ça se divise par 3, il va y avoir un problème. Alors, juste pour votre culture générale, ça s'appelle un tiers, il fait partie d'un ensemble plus large que les nombres décimaux, c'est les entiers, l'ensemble Q des quotients rationnels qui s'écrivent sous la forme un entier sur un entier. Et E et pi font qui ensemble dont j'ai oublié le nom. Attendez, j'ai peur de vous dire une idiotie, donc je me tais. Enfin bon, bref, eux, ils font partie de R, voilà. Oui, voilà. Bon, donc là, on a un petit peu notre système d'ensemble imbriqués les uns dans les autres. Je relis la proposition, la question qui est posée. Enfin non, c'est pas une question, c'est une proposition. On dit que n'importe quel réel peut être approché si près que l'on veut par un nombre décimal. N'importe quel réel peut être approché d'aussi près. Bon, Kevin, on voit pas tout à fait la fin de mon truc. Alors, ouais, alors, n'importe quel réel peut être approché d'aussi près que l'on veut par un nombre décimal. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ce truc-là?
n'importe quel réel peut être approché par un nombre maximal d'aussi près qu'on veut. Eh bien, par exemple, vous avez vu tout à l'heure, non, rien, là, par exemple, si je prends pi, est-ce que je suis capable de trouver sur mon axe des réels un nombre aussi près que je veux de pi? C'est ça la question. Est-ce que par exemple, là imaginons, je fais un zoom, comme ça, pas top, attendez, hein. Alors là, si je fais un zoom, là j'ai 3 pi qui est comme ça. En fait, bon, alors, là j'ai pi qui est ici, et par exemple, la question légitime que je peux me. Enfin, légitime, la question que je peux me poser, c'est est-ce que je suis capable de trouver un nombre de ce sac-là, dans le sac des décimaux, là, que je vais hachurer comme ça? Est-ce que je suis capable, par exemple, ici, là je suis assez près, là, de pi. Est-ce que je suis capable de choper un point ici qui est là-dedans? Est-ce que je suis capable de trouver un nombre décimal aussi près de pi? Donc là, si par exemple, je me donne cette distance-là, si je dis cette distance-là, elle vaut 0,1. Alors, je pose la question, êtes-vous capable de trouver un nombre décimal qui est dans cette zone-là? Alors, plus ou moins 0... ouais. Alors là, je vous pose une question. Vous m'écrivez une proposition, d'accord? Ouais. Alors, est-ce qu'on est capable de trouver un nombre décimal qui est aussi proche de... Il y a Corentin qui dit... je vais le noter comme ça, parce que là, j'ai plus trop de place. Les mains qui glissent, là. J'ai pi. Et Anas, t'as raison. Alors, tu sais quoi, ta proposition, je peux pas la noter, quoi. Ok, t'as raison, Marc. Ok. Bon, bah là, effectivement, là, j'ai pi qui est ici. Bon, allez, bon, vous avez compris. Pi, c'est 3,1, 3,14, 1,59, etc. Bah, si je prends, par exemple, 3,14, il est dans cette zone-là, hein. Il est dans cette zone-là, parce que si je fais pi moins 3,14, j'ai quelque chose qui est plus petit que 0,1. Alors, conceptuellement, comment on pourrait démontrer que, quel que soit le epsilon que je me donne, comment démontrer que je suis, quel que soit epsilon, capable de trouver un point qui se retrouve dans cette zone entre pi et epsilon? Et un point que je vais aller choper là-dedans, hein. C'est ça, en fait, le truc. Est-ce qu'on peut approcher d'aussi près qu'on veut un nombre décimal d'un nombre donné, pi par exemple? Alors, qui pense que oui, qui pense que non? Oui, oui. Je pense que oui, ok. Alors bon, on sent bien que c'est vrai. On sent bien que c'est vrai. Maintenant, si on demande, mais comment le démontrer mathématiquement de manière rigoureuse?
Eh ben, la démonstration rigoureuse, en fait, on vient de la faire. C'est-à-dire que si je prends pi, on a vu que pi, c'était la limite 10 puissance n pi sur 10 puissance n. On vient de voir ça. Lorsque n tend vers plus l'infini. Ça veut dire quoi? Allez, j'efface tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, il existe un entier grand N, tel qu'à partir de cet entier, distance entre pi et partie entière de 10 puissance n, pi sur 10 puissance n, est plus petit qu'epsilon. Ça veut dire que la distance entre pi et ça sera plus petite qu'epsilon. Ça veut dire que, quel que soit l'epsilon que je me donne, je suis toujours capable de trouver un entier à partir duquel, eh bien, les éléments de cette suite vont se retrouver dans cet intervalle-là. Alors, dans cet intervalle-là, plus ou moins epsilon. Mais ces éléments-là, si vous regardez bien, eh bien, ces éléments-là, ce sont tous des éléments de D. Ce sont tous des décimaux. Donc, ils font tous partie des décimaux. Parce que si vous regardez bien, on a vu tout à l'heure que à chaque fois, on obtenait un nombre qui avait une quantité limitée de chiffres après la virgule. On s'arrêtait au rang n. Bon. Donc là, vous voyez, on vient de montrer que pi, on vient d'expliquer, on vient de démontrer que pi s'approchait d'aussi près qu'on veut, suite de nombres décimaux. Et de la même manière, on l'a fait dans le cas général x. Quel que soit l'entier, quel que soit le réel x, on a montré que partie entière de 10 puissance n x sur 10 puissance n tendait vers x. Donc il était possible d'approcher d'aussi près qu'on veut n'importe quel réel x par une suite de points qui convergent vers x. Donc là, si vous avez en tête les patates imbriquées les unes autour des autres, eh bien, quel que soit le réel que je prends, j'aurai toujours la possibilité de choper dans ma patate des décimaux un nombre décimal qui sera près d'aussi près que je veux de x en fait. Voilà, donc on vient de démontrer quand même quelque chose d'assez fort mathématiquement, quelque chose conceptuellement qui est qui peut vraiment être utile.